Bonjour à tous, bienvenue en Sorbonne et bienvenue à cette nouvelle édition des États de la France. Je vais demander à chacun de s'installer si ce n'est déjà fait. Nous serons nombreux aujourd'hui, plus de 800, ce qui je crois constitue un record pour cet événement. Alors je m'appelle Olivier Marchal, chairman de Bain & Compagnie en France, et j'aurai le plaisir de vous accompagner, de vous guider tout au long de cette journée. Je serai un peu aussi le chef de gare, j'essaierai de faire en sorte que les trains partent et arrivent à l'heure, ce qui, nous allons le prouver dans quelques semaines, n'est pas toujours le cas dans notre beau pays. Alors ces États de la France rassemblent comme chaque année les sociétés étrangères implantées en France. Et cette journée, cette année, va être placée sous un double signe, celui, comme chaque année, de l'attractivité de la France, mais également sous le signe de l'inclusion sociale et notamment de la jeunesse défavorisée. Dans 10 minutes, je suis très heureux que nous ayons pour ouvrir officiellement cette nouvelle édition des États de la France, un des Français les plus iconiques dans les postes de dirigeants de grands groupes mondiaux, Pascal Soriot, le président directeur général d'AstraZeneca. Mais auparavant, c'est Gilles Pécou qui est ici chez lui, puisqu'il est recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris, qui va nous accueillir dans ce lieu prestigieux. Monsieur le recteur, merci de nous ouvrir à nouveau les portes de votre grand amphithéâtre. Nous pouvons l'applaudir. Oui. Grâce à vous, c'est sous le bois sacré de Puvis de Chavannes et sous les regards bienveillants de Robert de Sorbon, de Descartes, de Père Pascal, de Lavoisier que nous allons tenir nos débats. Vous avez la parole. Et de Richelieu. Et de Richelieu. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Monsieur l'académicien, monsieur le fondateur des États de la France, monsieur l'ambassadeur délégué aux investissements internationaux, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les professeurs, s'il en est, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des médias, mesdames et messieurs, c'est cette année encore un très grand plaisir pour moi que d'accueillir cette édition des États de la France à la Sorbonne, une marque de confiance que je dois à l'amitié de Denis Zervudaki. Il me revient donc de vous souhaiter la bienvenue comme recteur de Paris et de sa région académique et chancelier de nos universités, mais de le faire aussi, puisque cela me fut demandé, en rappelant que ce cadre peut aussi donner sens à votre réflexion et qu'en tout cas, et en retour, votre propre réflexion à vous peut aussi donner sens à notre cadre universitaire et scolaire. En ébauchant cette possible relation de réciprocité, je n'entends certes pas évoquer un rapport d'égalité. Réciprocité, on le sait bien, ne signifie pas toujours et forcément exacte symétrie. Mais tout de même insister sur les signes historiques et actuels de la relation entretenue entre attractivité économique de la France et attractivité culturelle et universitaire. Et cela sans que les acteurs et les intérêts économiques ne s'en trouvent dénaturés et sans que les savoirs et ceux qui les portent se sentent inféodés. Bref, on sait bien qu'historiquement, certains des outils scientifiques et universitaires de notre rayonnement ont été forgés en relation avec le déploiement international de notre puissance ou dimension économique. Il suffirait, je le fais toujours bien aisément et bien volontiers, de se transporter hier encore, au XIXe siècle. C'était vraiment hier, pour se rappeler par exemple que l'ordonnance de 1829, qui marque la naissance institutionnelle de l'enseignement scolaire des langues vivantes, ne cache pas ses ambitions. Il faut, dit-elle, que les établissements publics et privés développent, je cite, des sections d'études des langues vivantes au même titre que du commerce ou que des sciences appliquées à l'industrie, au même titre que du commerce ou des sciences appliquées à l'industrie.
sans pour autant, et là c'est moi qui l'ajoute, reléguer la philologie, la littérature ou la civilisation. L'enseignement d'une langue comme le chinois, dont on parle souvent et dont vous parlez, vous aussi, doit, ne l'oublions pas, sa création, la première chaire à Paris en 1840, à l'École des langues orientales, doit sa création à la volonté de développer, je cite encore, la politique et le commerce de la capitale française. Ce qui n'a pas empêché, en développant la politique et le commerce de la capitale française, de développer aussi la sinologie la plus savante et érudite dont la France est porteuse. Ce n'est qu'un exemple, parmi d'autres, qui montre le lien modeste mais réel entre attractivité économique et internationalisation des savoirs au XIXe siècle, sans pour autant que ces savoirs entretiennent une relation dite ancillaire avec le monde économique qui a aidé à les promouvoir. Certes, ces exemples ne sont pas la règle générale, et l'attractivité internationale de la France en matière scolaire et universitaire a aussi et d'abord bénéficié du rôle et de la volonté des pouvoirs publics, alors gage de l'autonomie des sciences. Ce grand amphithéâtre, cela vient d'être rappelé, dans lequel je vous accueille et qui est le siège du rectorat et de l'Académie de Paris, de notre chancellerie, en est le signe éminent. Il était déjà historique, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, à sa naissance, en août 1889, puisqu'il fut inauguré par le grand président Carnot, en présence justement d'un très grand nombre de délégations étrangères, d'étudiants, de professeurs, de personnalités venues du monde entier pour commémorer le premier centenaire de la Révolution française, pour célébrer en 1889 le grand moment fondateur en termes d'universalité et d'attractivité que fut le mois d'août 1789, un siècle plus tard, puisque vous le rappelez, c'est lui qui fonde la France contemporaine, et ce n'est pas le 14 juillet, c'est le mois d'août, ouvert par l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août et clôturé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Il était donc normal que l'on pût choisir le mois d'août 1889, un siècle plus tard, pour commémorer ce mois fondateur, et pour le faire grâce à la nouvelle Sorbonne. C'est aussi en songeant à cette réaffirmation du magistère, à la fois universel et, pourquoi ne pas le dire, moral, de notre pays, qu'il me semblait juste de redonner aux États de la France droit de citer à la Sorbonne, selon ce que souhaitait Denis. Alors, pas simplement pour des raisons historiques, qui font qu'au moment où est refondée notre Sorbonne, à la fin du XIXe siècle, elle est vraiment symbole d'attractivité. Nous étions à une époque où l'on considérait sans s'embarrasser qu'il y avait rencontre entre attractivité et modèle d'universalité. Et comme par hasard, pour faire rencontrer universalité et modèle d'attractivité, au XIXe siècle, surtout quand on était français, on choisissait Paris comme lieu de rencontre, dans le sillage d'un Victor Hugo qui, prônant quelques décennies plus tôt la création des États-Unis d'Europe, avait mis comme seule et modeste condition que Paris en fût la capitale, la Sorbonne la seule université cardinale, et notre Bibliothèque nationale de Paris put en constituer l'épicentre. Du reste, à la fin du XIXe siècle, lorsque la Sorbonne des années 90 attire des étudiants, des maîtres étrangers, y compris des gens qui viennent se former en économie, et toujours plus nombreux, cet universalisme se conjugue avec la reconquête d'un rôle économique et financier mondial après la Grande Dépression des années 1880, puisqu'avec son taux de croissance annuel élevé, sa modernisation structurelle réelle, la France de la seconde révolution industrielle déploie des investissements extérieurs qui concentrent le quart des placements de capitaux du monde, juste derrière le Royaume-Uni, ce que l'on oublie un peu quand on dresse les tableaux de la France avant la Première Guerre mondiale. Mais pour clore, ou plutôt pour vous laisser la parole, au-delà de ces raisons historiques, qu'il faut toujours relativiser, il en est de plus actuelles, qui rappellent la relation étroite entre attractivité, compétitivité et diffusion des savoirs. Le président de la République, s'adressant ici même, dans son discours désormais dit de la Sorbonne, du 26 septembre 2017, à de jeunes étudiants français et étrangers, a redit combien le monde des savoirs et de la culture était au principe d'un déploiement européen et donc international de notre pays. Notre ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont su réaffirmer et mobiliser le rôle de toute la chaîne éducative, de l'école primaire à l'université, comme chaîne d'attractivité.
Ces déclarations, nos autorités de tutelle souhaitent les voir suivies d'effets concrets. Il ne me revient pas de les illustrer de façon exhaustive, mais sachez que la volonté de comparer et d'internationaliser notre système éducatif, à travers notamment une nouvelle politique des langues vivantes, une attention toute particulière à nos capacités d'accueil en anglais, tout cela participe de cet esprit, comme en témoigne. Je sais qu'il y a beaucoup de progrès encore à faire, mais ne mésestimons pas ceux qui sont en train de s'accomplir, comme en témoigne par exemple la désignation que nous avons effectuée dans la région académique d'Île-de-France d'un délégué chargé de l'attractivité de l'anglophonie qui travaille avec la collectivité régionale, avec le conseil régional, pour favoriser l'accueil de ce que l'on appelle désormais les Brexitiens, action que j'ai confiée pour la région académique à l'Académie de Versailles. Enfin, dans le domaine universitaire aussi, et même s'il reste des efforts à accomplir, notre volonté d'accueillir toujours plus de docteurs, toujours plus d'ingénieurs, docteurs étrangers, participe de la volonté de faire de Paris et de ses universités, mais aussi des autres universités françaises, une destination pour d'autres disciplines que les sciences sociales et humaines. Non que je mésestime les sciences sociales et humaines, mais une destination pour les cursus scientifiques, économiques et d'ingénierie. Il nous faut aussi savoir réattirer dans l'enseignement supérieur français des jeunes qui font leurs études à l'étranger dans les lycées français. Il n'est pas normal que tant de jeunes qui choisissent le système scolaire et secondaire français quand il est à l'étranger, notre beau réseau de la mission laïque française ou de l'AEFE, il n'est pas normal que ces jeunes, une fois munis de leur baccalauréat français, aillent chercher des destinations de poursuite d'enseignement supérieur dans des universités ou des grandes écoles, ou l'équivalent de grandes écoles, autres qu'en France. Je ne dis pas que la France dût en avoir l'exclusivité, mais je dis qu'il n'est pas normal qu'elle en soit écartée. Ces efforts nous conduisent aussi à favoriser des projets exterritoriaux. Je puis là aussi témoigner de l'esprit qui a présidé à la fondation de l'Université franco-tunisienne d'Afrique et de Méditerranée, l'UFTAM, réunissant plusieurs universités françaises de Paris, de Nice et de Marseille, et plusieurs universités tunisiennes. Une université qui vient d'ouvrir à Tunis son premier master innovant en sciences de gestion de l'eau. Pour avoir été chargé moi-même par le président Macron, après son voyage officiel à Tunis, et par la ministre Vidal, d'organiser cette nouvelle université et d'en présider le conseil de préfiguration, je peux assurer que les acteurs économiques tunisiens et français ont été associés et le seront davantage encore dans la structure pérenne de cette université. Sans plus insister, qu'il me soit simplement permis, avant de vous rendre enfin la parole, de rappeler au nom de nos deux ministres et en celui propre de la communauté éducative et académique parisienne et francilienne que la chaîne d'attractivité est un mécanisme qui, comme l'amitié internationale, est toujours une relation de transitivité. Nous en savons plus que jamais, et nous le saurons. Il nous faut éduquer nos jeunes au monde et à l'altérité, en commençant par leur rappeler la place historique et actuelle de la France dans le monde. Mais il nous revient aussi de partager sur place des intérêts éducatifs, comme le fait votre fondation autour d'actions de lutte contre les inégalités sociales, contre les conséquences scolaires des grandes disparités, ou autour de projets fédérateurs que nos jeunes voient comme des creusets internationaux de rencontres entre valeurs, savoir et économie, tels que le développement durable. Nous nous engageons à ce que la translation des savoirs, à ce que la pérégrination des femmes et des hommes d'études et de culture soit en conscience toujours plus liée au rayonnement économique de notre pays, bien certain qu'en retour, les acteurs économiques nous aideront aussi à dépasser la vaine opposition entre sciences pures et sciences appliquées et à faire progresser sous toutes ses formes la science vivante. Merci et bienvenue à vous tous. Bonjour à tous. C'est vraiment un très très grand plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette 14e édition des États de la France. Je suis Pascal Soriot, je dirige le groupe AstraZeneca, un groupe anglo-suédois spécialisé dans la pharmacie. Encore une fois, vraiment un plaisir d'être ici dans ce
lieu qui représente la science, le savoir et le rayonnement de la France. Moi qui vis à l'étranger, qui parle anglais depuis maintenant 30 ans, je m'excuse à l'avance si parfois mon français est un peu hésitant. En premier lieu, je voudrais remercier toutes les entreprises internationales qui sont ici aujourd'hui avec nous, il y en a beaucoup. Je voudrais également remercier les chambres de commerce étrangères qui se sont associées à cet événement pour ce rendez-vous annuel des entreprises bien en France consacré à l'attractivité de la France. Je tiens aussi à saluer Business France qui encore cette année a décidé d'être les partenaires de cet événement et en particulier son président Pascal Cagny qui est ici au premier rang et qui continue, Pascal, de faire très très jeune, ce qui me ravit de plaisir puisque nous sommes de la même génération et nous avons fait notre MBA à HEC ensemble la même année. L'année dernière, lorsque nous nous sommes réunis, la France voyait s'installer la crise des Gilets jaunes. Une crise véritablement inédite et sévère qui, depuis plusieurs mois, a mis le pays véritablement dans tous ses états. Nous avons tous craint, en fait, que cette colère n'impacte l'image de la France et ne vienne ruiner tous les efforts qui avaient été faits pour améliorer l'attractivité de la France. Et je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu l'hésitation dans en fait, les dirigeants et l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir sur l'impact de cette crise des Gilets jaunes. La réalité, c'est que l'image de la France a souvent été un petit peu difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirige moi-même un groupe international et mes équipes autour de moi, qui sont tous des gens venant de pays divers et variés, ont souvent en fait vu la France comme un pays difficile sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des relations avec les syndicats. Et en fait, plusieurs fois, ça nous a conduit à faire des investissements industriels, souvent très très importants d'ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres géographies, plutôt qu'ici en France, à cause de cette inquiétude qui en fait régnait dans l'esprit des gens sur la capacité à gérer en fait l'environnement social. Mais je pense que ce temps est en fait révolu. Et ça, c'est vraiment très très important pour nous tous de garder ça en tête. L'année dernière, notre chairman, Leif Johansson, est venu ici ouvrir la séance. Et Leif, qui est suédois, a été pendant très longtemps le CEO, le dirigeant de Volvo. Et il connaît très bien la France puisqu'il a racheté la division camions de Renault pour créer Volvo Trucks, qui était un des leaders du marché des camions au niveau mondial. Et cette entreprise a beaucoup d'implantations en France. Et donc il connaît très très bien la France. Et il a déclaré l'année dernière que notre groupe avait décidé de croire dans cette nouvelle France. Et en fait, nous l'avons fait puisque nous avons tenu notre engagement et nous avons investi des centaines de millions d'euros ces derniers mois, à commencer par 135 millions d'euros dans notre site de Dunkerque qui fabrique des produits inhalés pour le traitement de l'asthme. Et c'est en fait l'usine qui fournit le monde entier. Nous avons créé 130 emplois avec cet investissement. Nous avons également loué des partenariats très importants avec plusieurs entreprises françaises, des biotech, en particulier Inet Pharma dans le domaine de l'immuno-oncologie, Transgène et Microsoft également dans le domaine du digital. Et ces choix, nous les avons effectués pour une simple et bonne raison, qui est que la France change. La France d'aujourd'hui est très différente de celle qu'on a pu connaître, je pense. Une France, comme je le disais, dont les gens ont pu douter dans le passé et qui fait aujourd'hui de moi un citoyen français reconverti, si je peux dire. La France a su regagner en attractivité et se replacer au cœur de l'action sur la scène européenne et sur la scène internationale. Alors, les choses ne sont jamais gagnées. Il faut toujours continuer nos efforts, mais je pense qu'il y a énormément de progrès qui a été fait et je le vois à l'étranger. La France a gagné d'incroyables parts de marché dans l'estime des grands groupes internationaux et dans la façon dont les gens regardent la France depuis l'international, depuis l'extérieur du pays. Et il y a beaucoup de gens talentueux qui reviennent en France, s'installer ici, attirés par ce nouvel élan. Et donc, je pense qu'on peut dire que la France, en fait, séduit et attire grâce à cette transformation. Et cette transformation, elle est tirée par, je pense, trois choses. Premièrement, une volonté politique et un leadership reconnu à l'étranger. Je pense qu'il faut, en fait,
reconnaître au président le travail qu'il et l'impact le travail qu'il fait et l'impact qu'il a. Je l'ai encore vu dernièrement, la semaine dernière, à la foire internationale de Shanghai où il était et où j'ai eu l'occasion d'être invité à une réunion avec d'autres dirigeants étrangers, en particulier des sociétés allemandes. Et c'est vraiment remarquable de voir cette capacité d'attraction qu'il a et ce leadership qu'il a, et de voir en fait l'intérêt qu'il génère dans l'esprit des dirigeants internationaux. Donc je pense que c'est en fait notre premier et notre meilleur VRP qui vend la France à l'étranger. La deuxième chose, c'est qu'il y a une action forte, une action cohérente et continue, et qui va toujours dans le bon sens, et finalement un certain courage dans la conduite des réformes. Ceci dit, je ne vais pas m'arrêter simplement en citant les choses qui vont bien et les progrès qui ont été faits, il faut les reconnaître, mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire, et au mi-temps de cette présidence, je pense qu'il est important de reconnaître qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans un grand nombre de domaines, comme par exemple le domaine de la fiscalité. Il faut bien se rappeler que les taux d'imposition dans les pays, même européens, même dans des pays qui nous entourent, comme la Suède, l'Angleterre et d'autres, les taux d'imposition sont beaucoup plus bas. Il y a aussi des simplifications administratives très importantes à faire. Et donc, si on veut sanctuariser l'attractivité de la France au niveau international, il y a encore beaucoup de travail. Et au bout du compte, c'est pas parce que beaucoup de progrès a été fait qu'il faut se reposer. En fait, il faudrait quasiment accélérer la marche et accélérer encore le rythme des changements et des réformes qui sont faites, je pense. Parce qu'en fait, en termes d'attractivité, ce qu'il faut bien garder en tête, et on le sait tous, vous le savez tous, enfin en tout cas ceux qui sont impliqués dans l'économie internationale, c'est qu'on n'est pas dans un monde où en fait les choses autour de nous ne bougent pas. Chaque pays essaye de s'améliorer et certains pays bougent à une vitesse incroyable. La Chine en particulier évolue à une vitesse absolument exceptionnelle. Même les pays européens évoluent constamment, et donc cette compétition elle est intense. Et il faut, si on veut se tenir au premier rang, il faut continuer à bouger et à bouger très vite. Je pense également que c'est notre travail à tous, c'est notre devoir à tous dans cette salle d'aider à ce rayonnement de la France et d'aider à attirer des investissements vers notre pays. Et également d'aider à modifier, à améliorer, à tirer les changements qui doivent se faire, en particulier au niveau administratif. Parce qu'en fait, nous avons tous, je pense, dans notre secteur d'activité, nous avons tous vécu des exemples où les démarches administratives en fait, où l'administration retarde en fait le progrès de la France. Dans le domaine de la pharmacie, par exemple, le CSAS, le Comité stratégique des industries de la santé, en fait, a sorti beaucoup de propositions qui ont été acceptées, supportées par le gouvernement. Et la réalité, c'est qu'ensuite, on voit l'implémentation de ces idées et de ces décisions se fait beaucoup plus lentement parce qu'en fait, il y a des démarches, des lenteurs administratives et même parfois des résistances administratives qui retardent l'implémentation de ces changements et qui, en fait, se mettent en travers de l'amélioration de l'attractivité de la France. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous essayer de changer et d'influencer. Nous avons tous, encore une fois, une responsabilité à attirer des investissements. Vous tous qui êtes responsables de filiales de grands groupes internationaux, c'est votre rôle d'essayer de convaincre les quartiers généraux, où qu'ils soient dans le monde, d'investir en France, comme nos équipes françaises le font avec moi et avec nos équipes mondiales, de faire du lobbying permanent pour essayer d'attirer des investissements en France et de développer l'économie de notre pays. Donc voilà, ça c'est je pense, notre première dimension. C'est la première dimension d'une entreprise de citoyenneté française. Mais je pense que ça n'est pas suffisant. Attirer les investissements, attirer les talents, c'est forcément très important. Et c'est un rôle que vous pouvez tous jouer, mais ça n'est pas suffisant. Je pense que l'autre volet du développement économique de la France,
et auquel on peut tous contribuer, c'est de créer une société diverse et inclusive. On en parle beaucoup et je pense que c'est très important, mais ce n'est pas très facile à réaliser, bien évidemment. Et nous allons aujourd'hui nous engager dans cet effort en affichant notre mobilisation pour contribuer à l'inclusion de la jeunesse défavorisée en particulier. Nous le faisons en répondant à l'appel que le président de la République a lancé le 17 juillet 2018 en rappelant que quelque chose ne va pas quand, à mérite équivalent, selon l'endroit et la famille ou la couleur de la peau ou le patronyme, on n'a pas la même chance d'accès. Nous allons tous nous engager pour accompagner dans leur parcours d'éducation et d'accès à l'emploi la jeunesse issue de quartiers populaires, de milieux sociaux défavorisés ou encore venus d'ailleurs. Et cet engagement, pour nous, dans notre entreprise en tout cas, repose sur une double conviction. Celle d'abord que, dans la ligne des initiatives qui ont été prises par la Business Roundtable, le Business for Inclusive Growth et la loi Pacte, la raison d'être des entreprises ne saurait se limiter à de simples objectifs financiers. Je pense que l'entreprise, bien évidemment, sa priorité doit être la performance économique, mais elle doit être également une entreprise sociale, une entreprise qui fait partie de son environnement, qui s'inclut dans la société et qui contribue à l'amélioration et au développement de la société et surtout à l'intégration des gens qui sont dans cette société. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, je crois vraiment profondément à la valeur de la diversité et au fait que la diversité favorise la performance d'une entreprise et qu'une entreprise doit jouer un rôle sociétal. Elle doit contribuer au développement des territoires dans lesquels elle opère et elle doit contribuer à l'égalité des chances et à la création d'une culture d'inclusion. Mon expérience personnelle, ayant vécu depuis 30 ans à l'étranger, m'a absolument convaincu de l'apport positif de cette diversité. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu dans le New Jersey aux États-Unis, j'ai vécu en Californie, j'ai vécu en Suisse, en Angleterre. Je passe énormément de temps aujourd'hui au Japon, ma famille vit en Australie. Je dirige un groupe anglo-suédois, j'ai un chairman suédois. Et mon équipe de direction, en fait, elle est extrêmement diverse. Elle est constituée de Chinois, d'Américains, Suédois, Italiens, Néerlandais, Espagnols, Croates, Anglais et moi-même, qui suis à la fois français et de nationalité australienne. Donc, ceci crée vraiment un melting pot. 40% de notre équipe de direction est constituée de femmes. Alors, 40%, c'est encore trop bas, donc on continue de s'améliorer. La France, d'ailleurs, notre filiale française fait mieux que ça, notre filiale chinoise fait mieux que ça, et on continue de travailler à l'augmentation, à l'amélioration de l'inclusion des femmes dans le management. Et donc, je suis absolument convaincu, personnellement, de la valeur créative de la diversité dans l'environnement, dans une entreprise et dans la société au sens large. Mais je suis aussi convaincu que la diversité ne peut exprimer son potentiel total que si elle s'accompagne d'un esprit d'inclusion. Il faut que les gens aient le sentiment de participer, de faire partie et d'être inclus, d'être acceptés dans l'environnement dans lequel ils sont. J'ai vécu dans plusieurs pays et il a fallu donc que je m'adapte à des cultures différentes. Ça n'a pas toujours été très facile pour ma famille et moi-même, mais très curieusement, en fait, le moment où je me suis senti parfois exclu ou pas totalement inclus, c'est dans mon propre pays, dans ma jeunesse. Je suis né dans les Hauts-de-France. J'ai grandi dans une famille soudée et heureuse, mais en fait une famille modeste financièrement, dans un quartier défavorisé, où il fallait, je peux vous le dire, parfois tenir sa place au milieu des clans dans les cours de HLM. Et j'ai parfois vécu ce sentiment d'exclusion quand mes amis d'école plus riches se racontaient leurs vacances de ski, alors que ma famille n'avait pas les moyens de nous emmener au ski, ou bien quand il m'était en fait difficile d'inviter mes amis à la maison parce que nous vivions dans un petit appartement et que je devais partager ma chambre avec mes frères. Et donc je comprends très bien le sentiment d'exclusion que les gens peuvent parfois ressentir, et cette frustration et même parfois cette colère et cette révolte qui peut surgir de telles situations. Et donc je mesure totalement l'importance des entreprises et du rôle des entreprises dans la lutte pour l'égalité des chances et l'accompagnement dans le parcours que
que peut être la poursuite des études et l'accès à l'emploi pour ces jeunes. L'éducation est la clé du succès, comme on le sait tous, et l'école est l'endroit où les différences sociales, en fait, s'effacent totalement et où une seule chose compte, c'est la performance. La performance et la capacité à appartenir à une équipe. Et l'école doit être, l'entreprise doit être le même melting pot à mon sens, où des gens d'origine totalement diverses, totalement variées, s'intègrent et ne sont mesurés qu'à la hauteur de leur contribution à un objectif d'équipe. La force de la diversité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne s'exprime totalement que si elle est accompagnée de cette inclusion, où les uns et les autres dans l'entreprise ne se regardent pas en se demandant quelle est leur origine sociale, leur origine géographique, est-ce qu'elle est chinoise, est-ce qu'elle est américaine. Les gens ne se regardent pas en fonction de leur origine religieuse ou leur orientation sexuelle, mais où chacun a le sentiment de participer à un objectif et une mission commune, et de pouvoir, à titre personnel, se développer et grandir dans cet environnement et contribuer à cette mission commune. Et c'est pourquoi AstraZeneca a décidé de s'engager, à travers un partenariat avec l'Ascenseur, une coalition de 20 associations qui se battent pour l'égalité des chances. Nous allons lancer un programme avec une action renforcée en Île-de-France et dans les Hauts-de-France auprès de plus de 300 jeunes. Et notre président en France, Olivier Nataf, en parlera plus tard dans la journée. Donc attirer les investissements, attirer les talents, mais également inclure les gens dans une société et dans des entreprises diverses. Ce sont les deux mots-clés, je pense, autour desquels nous devons orchestrer nos débats aujourd'hui. Deux mots qui sont en fait étroitement liés et qui se conjuguent, parce qu'en fait, on ne peut pas attirer sans inclure, et pour inclure, il faut attirer les gens. Sur ces débats, nous allons les tenir ici à la Sorbonne. Je me tourne vers vous, monsieur le recteur de l'Académie, monsieur le chancelier des universités de Paris, Gilles Pécou, pour vous en remercier. Merci de nous avoir, cette année encore, ouvert les portes de votre grand amphithéâtre. Il est difficile de rêver de meilleurs auspices que ce lieu qui est en fait le symbole de la transmission, le symbole de la connaissance et du savoir, et qui sont pour chacun en fait les éléments fondateurs de l'ascenseur social et de l'intégration et du développement personnel. C'est donc dans ce lieu symbolique de l'ouverture et de rayonnement de la France que nos débats vont trouver domicile. Donc je vous remercie tous pour votre présence et votre contribution pendant la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal Soriot pour cette inspirante ouverture officielle des États de la France. Je vais maintenant demander à Éric Fourel de monter sur la tribune près de moi. C'est le nouveau président d'EY en France et il va accueillir pour nous notre prochain intervenant. Prochain intervenant qui est quelqu'un de très important pour nous, pour notre communauté. Pascal Soriot l'a dit, c'est quelqu'un qui ne vieillit pas, qui donne même l'impression de rajeunir. En tout cas, il œuvre avec toute l'énergie communicative, débordante et le sens de la persuasion que nous lui connaissons pour démontrer, pour promouvoir sans arrêt et dans le monde entier l'attractivité de la France. C'est Pascal Cagny. Je te laisse, Éric, la parole. Effectivement, un grand honneur que d'accueillir cet homme formidable, Monsieur l'ambassadeur Pascal Cagny. Très heureux d'être là à vous accueillir. Et puis, voici plus de 2 ans, je crois, que vous présidez aux destinées de Business France. Et je me souviens que mon prédécesseur, Jean-Pierre Le Tartre, qui est dans la salle, avait formé le vœu lorsqu'il vous avait lui-même accueilli en 2017. Il avait formé un vœu, le vœu en fait que, grâce à vous, l'attractivité de la France puisse connaître une prospérité, une croissance aussi forte que celle des entreprises au sein desquelles vous avez œuvré. Packard Bell, je crois, multiplié par 12 son chiffre d'affaires sous votre règne, et puis aussi Apple,
lorsque vous étiez le président Europe d'Apple, un chiffre d'affaires multiplié par 30. Alors, est-ce que c'est tout à fait le cas en matière d'attractivité? Peut-être pas tout à fait, mais est-ce qu'il aurait pu en être ainsi en si peu de temps? Certainement pas. Mais depuis 2 ans, ça nous a été rappelé par Pascal Soriot à l'instant, en fait, un changement profond s'est produit et nous n'avons probablement jamais eu autant d'intensité dans les investissements venus d'ailleurs. Et vous n'êtes naturellement pas étranger à cette belle performance. Et vous allez nous dire dans quelques instants, je pense, quel est l'état de la France aujourd'hui en matière d'attractivité. L'an dernier, vous nous aviez présenté un rapport d'étonnement après un an de service au sein de Business France, un an de présidence de Business France. Et dans ce rapport d'étonnement, vous nous aviez dit que, je dirais par rapport à ce qu'avait été votre expérience passée, où le French bashing était virulent, eh bien, vous aviez été particulièrement surpris de voir que subitement la France était entrée en état de grâce. Alors, l'état de grâce, il s'est peut-être un peu estompé, en tout cas l'effet de surprise est passé. Quel est l'état de la France actuellement auprès de tous les décideurs étrangers que vous rencontrez quotidiennement, vous qui sillonnez le monde en permanence? Voilà ce qu'on aimerait que vous nous disiez là dans quelques secondes. Et puis peut-être aussi, et même surtout, quel chemin nous reste-t-il à parcourir pour s'assurer que ce changement s'installe dans la pérennité? Voilà, je vous cède la parole, mais peut-être juste avant de vous céder la parole, j'aimerais aussi vous remercier, ainsi que votre équipe, Jean-Christophe Lecourtier, Éric Fajol, pour avoir contribué. On avait déjà un partenariat extrêmement fort et une relation d'amitié entre Business France et les États de la France. Grâce à vous, cette année, voilà, nous allons faire un pas de plus dans ce partenariat entre Business France et les États de la France, et au nom de toutes les personnes dans la salle qui sont des membres des États de la France, qui sont aussi quelque part des ambassadeurs de la France à leur manière auprès de leurs sièges sociaux, eh bien voilà, nous comptons aussi beaucoup sur ce partenariat pour aller avec vous plus loin. Je vous cède la parole, cher Pascal. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, chers ambassadeurs. Merci, très cher Olivier Maréchal, qui pour une fois ne m'a pas rappelé à l'ordre avant de commencer en me demandant d'aller trop vite ou très vite. Merci, mon cher Éric. Et évidemment, merci, Denis, pour cette 14e édition. Chez Business France, avec Éric Fajol et toutes les équipes, Christophe Lecourtier, c'est un bonheur d'être présent et de participer à cet événement. Alors, la barre est haute, parce que parler derrière Gilles Pécou, ici, avec qui j'ai eu le privilège de partager le travail sur le traité du Quirinal, et après toi, mon cher Pascal, 33 ans déjà que nous étions sur les mêmes bancs d'école, il va falloir qu'on cogite un petit peu et que je fasse les choses différemment. Alors, ce que je vais faire, je vais essentiellement pas suivre le beau discours qui m'a été donné, mais je vais surtout essayer de remercier aussi par avance les membres de gouvernement qui affichent une fois encore combien votre rôle d'ambassadeur dans vos différents grands groupes est important. Vous savez que nous allons avoir la présence de Bruno Le Maire, mais aussi de Agnès Pannier-Runacher plus tard et de Muriel Pénicaud. Et je peux vous assurer que ce qui se passe cette semaine est très important dans ce gouvernement qui effectivement a été le plus allant sur le thème de la gouvernance. Alors je pourrais peut-être finalement résumer mon propos à quelques idées, faire ce qu'on appelle un executive briefing pour vous simplifier la vie et aller très vite, et vous dire que finalement on part de très loin de notre activité. Et aujourd'hui, on célèbre des résultats exceptionnels, encore par le sondage Ipsos. Je crois qu'il faut avoir une vraie dose d'humilité, et je vais quand même vous faire un petit paragraphe sur d'où on vient, parce que je pense que ce sera utile pour les années à venir. Deuxième idée, c'est aussi reconnaître que ce qui s'est passé en 2017 est exceptionnel. Je viens d'une entreprise où le leadership n'était pas un vain mot, et clairement, l'élection du président Macron, un nombre finalement très réduit de réformes ont cristallisé des atouts d'une France, des atouts qui étaient déjà présents. Et cette réactivité renouvelée est aujourd'hui partout. Pour autant, il nous faut accélérer dans 2 directions. La première, c'est cette idée de défier les idées reçues. À l'opposé, ou comme tu l'as fort bien dit Pascal,
Je viens de passer en gros 2 jours à voir plus de 25 patrons au Fortune Global Forum qui pour la première fois revenait ici en France depuis 19 ans. Et ce qui m'a été intéressant de rendre compte, c'est que finalement, la bataille est gagnée au niveau des CIO que tu représentes et des exécutifs. Aujourd'hui, ils sont évidemment séduits par un président d'à peine 40 ans et par un gouvernement très allant. Mais la vraie bataille, c'est celle des patrons opérationnels. Young-Son, le patron de Samsung, me rappelait par exemple qu'il avait du mal à expliquer ce qui se passait en France. Parce qu'il se rappelle, ce patron d'une division qui a dû licencier il y a encore quelques années, combien de temps il lui a fallu pour faire cela et que c'était bien plus difficile chez nous qu'ailleurs. Il se rappelle aussi que le patron financier, qu'il y a encore de longues provisions dans les comptes de cette société par tous les contentieux au prud'homme. Et donc, la prochaine bataille, ce n'est plus celle du Fortune 500 et des CIO, ceux que l'on accueillera encore, Eric, avec beaucoup de plaisir, le 21 janvier, ici à Versailles, mais c'est cette bataille, finalement, des décisions de deuxième niveau qui font les choses. Mais aussi un front intérieur, tu l'as noté. Le front intérieur, c'est que finalement, là où nous avons une classe politique qui est extrêmement positive sur l'attractivité, business friendly. Et lors du XI, ce terme, cet acronyme pénible, elle nous dit effectivement qu'on va faire. Mieux encore, le président, patron d'entreprise, vous voit en juillet 18, vous revoit en juillet 19 et vous dit, de manière très humble, je viens voir les résultats. Et là, on se rend compte que les nombres de jours pour pouvoir mettre des essais cliniques, le nombre de jours pour mettre, ma chère Emmanuelle, des médicaments sur le marché, on n'a pas encore fait le job, ou pas suffisamment, parce qu'il y a une forme de résistance de nos administrations, de nos institutions. Et donc cette bataille-là, c'est une bataille qui reste à mener, et tout de suite, j'aimerais tempérer un petit peu notre enthousiasme, alors que je suis évidemment très enthousiaste, tu l'as rappelé, cher Olivier, parce que c'est la seule vraie bataille qui vaut. Et la deuxième bataille qui reste à mener, c'est celle qui serait d'être enfermé dans ce que j'appelle le ghetto de la recherche et développement. Finalement, vous les Frenchies, vous êtes très doués. Vous êtes brillants. Le numéro de Procter & Gamble me dit, Pascal, on est à Bâle, je suis entouré de Français. Mais alors, investir en France, j'ai déjà 1100 personnes. Ah non, j'ai pas une bonne expérience, no way. Elle me l'a dit face to face sur la Fifth Avenue à New York. Le patron de Evercore, ou mieux encore le patron de Keppel, un énorme groupe à Singapour, avait les mêmes idées préconçues. Donc la deuxième bataille qu'il nous faut encore conduire, c'est celle de continuer à se battre sur les idées reçues. Et ça, je crois que c'est une bataille qui ne sera jamais finie, parce que nous avons 20 années où, à tort ou à raison, les 35 heures, les 75% de taxes ont marqué notre pays. Alors, je vous ai fait plus ou moins mon propos, maintenant je vais le répéter en vous donnant quelques détails, avec un premier point, et pour redire combien, dans les années 2000, la France n'a clairement pas tiré ni parti de la révolution numérique, ni d'une forme de nouvelle industrialisation dont a tiré parti l'Allemagne. En 20 ans, nous avons perdu 1 million d'emplois industriels. Les parts de marché de nos entreprises à l'international et en France se sont érodées. Depuis 20 ans, nous avons perdu essentiellement en compétitivité sur le coût du travail. C'est ça la réalité des choses. Un coût du travail bien supérieur aux autres pays européens. La conséquence, c'est très clair, celle que tu mentionnais déjà. Tu as aussi ce mot ce mot qui était de grands groupes ont installé leur site de production hors de France. Alors évidemment, peut-être, ils ont gardé un petit peu de R&D ici et là, ils ont tiré parti du CIC, mais fondamentalement, ils sont allés ailleurs. Par contre, nos PME et nos ETI, elles n'ont pas eu le choix de faire cela. Elles n'avaient ni les moyens, ni le bilan pour le faire. Et donc, elles ont perdu part de marché, perte de compétitivité. Et juste pour illustrer ce point, j'aimerais vous rappeler que nous avons en France 960 ETI industriels contre 4000 en Allemagne. Et le delta de produit intérieur brut n'est que de 20%. Donc notre appareil productif, service, mais aussi industriel, c'est donc extrêmement appauvri. Nous sommes moins compétitifs, nous avons des réglementations, tu l'as dit, beaucoup plus complexes, et un marché du travail qui était perçu comme rigide. Donc en réalité, la réalité est très sévère, a été très sévère. Et elle s'est doublée en plus d'un talent bien français, qui est celui de l'autoflagellation, et qui a rencontré le French bashing, celui dont tu as parlé, ici et là. Et je l'ai vécu, comme toi sans doute, au premier chef, dans mes 3 années à la tête de Apple. Donc tout ça, c'est vous dire en gros qu'on part de loin, on doit célébrer ces 2 années merveilleuses où effectivement on a honoré le job, et évidemment je n'y suis que pour très très peu de choses, c'est le travail de vous tous, mais il faut bien reconnaître qu'il s'est passé quelque chose d'unique en 2017. Alors je ne vais pas vous refaire
la présentation sur le carré magique, mais j'aimerais quand même vous rappeler que ce carré magique, il fonctionne, et partout, il est reconnu comme étant le vrai moteur de la croissance ou de l'attractivité française. C'est celui qui fait que la France, à l'inverse des États-Unis, est un pays ouvert et accueillant. Il faut qu'on continue à le dire. Qu'on puisse être fier d'avoir un Premier ministre qui veut passer le nombre d'étudiants étrangers de 260 000 à plus de 500 000 en 2027, parce que ça revient à l'inclusion et à cette recherche de talent dont parlait notre recteur. Il faut se rappeler que notre pays est innovant et fort de ses talents. Nous sommes au 6e rang mondial en matière de dépenses de R&D. Nous avons plus de chercheurs pour 10 000 personnes en France, et nous avons un stock d'ingénieurs aussi important que l'Allemagne. Nous avons enfin, et d'ailleurs certains le reconnaissent, un exemple très concret pour ne pas rester simplement dans des idées, c'est Symphonie. J'aimerais tous que vous regardiez ce que fait Symphonie. Symphonie, boîte française, 475 millions d'euros levés, on est à San Rosé. Il lance une sorte d'appel d'offres, une sorte de concours avec toi, Eric, Ernst & Young. Il sélectionne 17 pays, on arrive dans une shortlist avec Singapour, et finalement, là, ils se rendent compte que s'ils vont à Sofia, ils vont pouvoir avoir le bénéfice du CIRR, 28% de moins en termes de coûts pour la recherche. Ils vont pouvoir avoir un pool de talents extrêmement qualifiés. Ils vont avoir un turnover, je n'ai pas réussi à trouver la traduction française, une rotation du personnel plus faible. Et ils vont finalement passer leurs emplois de 20 à 50 et bientôt à 100 personnes. Exemple concret, et d'ailleurs, le patron de Symphonie est heureux d'en parler tous les jours. C'est aussi concrètement Fujitsu, qui a pourtant beaucoup d'opérations au Japon, qui vient sur le plateau de Saclay et qui, avec l'école polytechnique, l'INRIA, dont j'aimerais saluer Bruno Sportis, qui est peut-être ici, et BPI France, décide d'implanter un centre d'IA. Donc tout cela fonctionne et nous devons en être fiers. Donc cette logique d'être ouvert, accueillant, d'être aussi innovant fonctionne. Et puis, je ne vais pas vous le répéter parce que venant de là où je viens, évidemment, le numérique est au cœur de ce qu'on fait. Il faut bien avouer que quelque chose se passe. C'est vrai. La French Tech, c'est finalement sympa. Oui, je sais, les 40 Next 40 ne représentent que 7000 emplois. Finalement, bien peu. Sans doute moins que Toyota sur un seul site à Maubeuge. Mais il n'en reste pas moins que ce qu'ils illustrent, c'est ce changement culturel qui fait qu'aujourd'hui, 60% de nos 18-25 ans veulent être des entrepreneurs, alors qu'ils n'étaient que 13% il y a 10 années. Je ne cesse de le répéter, j'aimerais que vous fassiez comme moi. Enfin, quatrième partie de ce carré magique, c'est celui d'une reconquête industrielle économique, mais qui se doit de se doubler, et Agnès Pannier-Runacher vous le dira, d'une reconquête culturelle de l'industrie. C'est ce pourquoi, par exemple, nous avons fait la French Fab, qui est allée dans 60 villes moyennes à la rencontre des gilets, non pas des gilets jaunes, mais à la rencontre des collégiens et des lycéens, et peut-être d'ailleurs de certains gilets jaunes. C'est aussi pourquoi nous avons les fenêtres de l'industrie, ou les fenêtres de l'industrie où on met en exergue cela. Et c'est pourquoi aussi l'usine extraordinaire est au Grand Palais, quelques semaines après Chanel, et cette année à Marseille. Donc toute cette reconquête participe à cette attractivité. Et là, on doit absolument vraiment s'assurer qu'elle porte ses fruits. Parce que ce ghetto de la R&D, c'est très bien. Il faut continuer, en bon marketeur que je suis, de vous dire que c'est un de nos attributs de marque forts, cette recherche et développement, nos 25 médailles Fields, les 35 prix Nobel que nous avons et celui que l'on avait reçu ici. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut du volume. Si on passait de 9,5 à 8,5, on l'a fait là, mais passer à 6 où on doit aller en 2025, le pacte productif, il faut absolument refaire venir les usines, étendre nos usines. Et là-dessus, j'aimerais juste souligner dans les réformes un point sur lequel j'ai travaillé avec Antoine Fouché, le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, et pour vous dire tout de suite que finalement, lorsque vous posez la question dans ce sondage Ipsos de quelle est la mesure la plus importante qu'attendent encore vos sièges sociaux, ça reste le coût du travail. Ça reste la flexibilité du travail. Et là, j'aimerais vous dire que les réformes, les ordonnances de septembre 17 commencent à payer. D'abord, il y a un effet concret qui fait que le nombre de contentieux a baissé effectivement de 180 000 en 2015 à moins de 100 000 attendus pour 2019. Moins de contentieux, ça veut dire beaucoup plus d'efficacité et une société un peu plus inclusive et plus apaisée. C'est aussi vous dire que le fait d'avoir baissé de 3 à 1 les instances de représentation du personnel fait qu'aujourd'hui, on a plus, dans 40 000 entreprises de plus de 50 salariés, libéré presque de 100 à 200 000 personnes. C'est donc plus de gains de temps et donc de productivité.
Et enfin, quand on ajuste les effectifs, on a choisi le dialogue social, c'est tout le sens du RCC. Et là, on a aujourd'hui des ruptures conventionnelles collectives qui sont au nombre de 190 à fin octobre. Muriel Pénicaud reviendra sans doute sur ce sujet, mais moi qui suis un praticien, qui écoute donc ces doléances, je suis heureux d'avoir des chiffres 2 ans après pour aller expliquer que ce qui s'est fait fonctionne. Donc voilà, une préoccupation réelle sur le passé, reconnaître le chemin parcouru, des résultats qui nous honorent parce que quand même, j'aimerais quand même le dire, c'est ma petite page de pub, nous sommes passés du rang de 17e de pays les plus attractifs en 2012 au rang de 5e, selon un concurrent que je ne nommerai pas, de mon ami Maréchal chez Bain ou EY. Mieux encore, vous, chez EY, le 4 juin, vous célébrez encore le fait que nous avons plus de centres de recherche-développement venant sur notre pays qu'il y en a en Allemagne et en Angleterre. Et nous, chez Business France, Eric, Christophe, nous célébrons le fait d'avoir 1323 projets, un nouveau haut qui va être très difficile à maintenir alors que les échanges internationaux se contractent. Donc tout ça est bien, des résultats qui nous honorent mais qui nous obligent. Et qui nous obligent parce que, clairement, on a une vraie opportunité et une vraie obligation. L'opportunité, c'est qu'il se passe 2 choses. L'Allemagne souffre de la contraction du commerce mondial. On ne se réjouit jamais, en bon catholique, du malheur des autres, mais il n'en reste pas loin que c'est un fait. Le Brexit, lui, n'arrête pas de questionner l'attractivité du pays. On a, deuxième idée, un très bel article de Vittori dans les Échos, un impératif environnement et sociétal comme jamais. Le motto, le paradigme de base a été pendant très longtemps qu'en gros, il fallait créer une usine globale dans le monde pour distribuer cela. Or, il faut se rappeler que l'industrie est née dans des lieux précis, à proximité de ressources naturelles, et que pendant 2 décennies, celle que nous venons de passer, elle s'est affranchie de cet ancrage qui est l'ancrage des territoires. Or, la logique qui est la nôtre, qui est la tienne, Pascal, c'est d'être plus proche de tes marchés. Et donc le inshoring est quelque chose qui se passera réellement, et je pense que l'industrie va bientôt retrouver un ancrage plus proche, parce que les questions d'environnement, de normes et de réputation vont être importantes dans un monde qui se rétrécit et qui n'a plus du tout les mêmes règles de travail. Donc, un champ concurrentiel plus faible, une obligation, un paradigme qui change où on ramène un petit peu l'industrie proche des territoires, mais une troisième tendance forte, c'est une tendance presque de consommation, c'est la personnalisation de masse. Et là, j'ai écouté encore il y a quelques jours le patron d'ailleurs qui me disait, géant chinois qui essaie de monter sur le gamme, mais qu'il avait racheté Rosière en France et Candy en Italie. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon pour lui de servir ses clients avec de nouvelles couleurs et de nouvelles spécifications de manière rapide. Donc cette personnalisation de masse va faire de manière inévitable que nous allons remettre des usines proches des marchés. Donc ça, c'est la vraie opportunité. Et qu'est-ce que fait un gouvernement quand il fait de la politique publique? Bien, il fait par exemple le suramortissement de 40% qui nous permet de réduire de 11% le coût de la robotisation. Robotisation dont on part de loin en France, puisqu'on est à moins de 132 robots pour 10 000 employés dans l'industrie, alors que nos amis italiens sont à 185 et l'Allemagne à 309. Donc cette quête du robot est importante. Mais elle doit aussi s'accompagner, et c'est tout ton propos sur l'inclusion, de faire en sorte qu'on puisse accompagner nos salariés, nos employés sur la formation. Et là, je ne peux pas aujourd'hui, même si ce n'est peut-être pas mon motto, vous parler de l'application du compte de formation personnelle, que j'espère que vous allez tous donner aujourd'hui, parce qu'elle est fantastique. Vous mettez vos numéros de sécurité sociale, vous mettez un mot de passe de 8 lettres et 8 chiffres, et vous avez votre compte personnel. Vous allez découvrir que vous avez 200, 300, 4000 euros de formation utilisée. Et là aussi, sachez, pour montrer que l'innovation doit être aussi sociale, que Muriel Pénicaud et son directeur vont à Stanford pour pouvoir parler de ce qui se passe et de l'innovation sociale qu'on fait sur ces matières-là. Et ici, en Sorbonne, parler d'innovation sociale me paraît extrêmement important. Donc voilà, j'en ai bientôt fini. Pour simplement vous dire qu'au global, maintenant que je vous ai parlé des problèmes, de la situation où nous sommes, il faut aussi un petit peu se dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous laisser, vous tous, ici, sur cette scène, en décider, en parler, en venant avec des solutions qui sont globales. Mais il y a quand même 2-3 idées que j'aimerais encore partager avec vous. La première, c'est qu'il faut continuer à augmenter les avocats ou les ambassadeurs de cette attractivité. Nous ne mobilisons sans doute pas assez les 2,5 millions de Français qui sont à l'étranger et qui peuvent être, pour une large partie, des avocats de l'attractivité française. Il nous faut aussi, chacun dans vos fonctions, renforcer la voix française lors des grands événements. Davos,
la foire d'Hanovre, le CES, la foire de Shanghai et bien d'autres, parce que la France doit être présente. On a aujourd'hui une voix au chapitre, puisqu'on est en train de commencer une décennie exceptionnelle. On doit être aussi bien plus présent sur les réseaux sociaux, où se bâtissent aussi les opinions en ce début du XXe siècle. On doit enfin dire que nous, les Français, finalement, c'est un ton différent. C'est 2000 ans d'histoire ou 1000 ans d'histoire, c'est le siècle des Lumières, et que oui, nous voyons, nous, la globalisation de manière différente. Donc ce que vous allez annoncer ce soir, avec le manifeste qui paraîtra, mais aussi votre engagement à faire en sorte que demain, je décide d'avoir des gamins de quartiers prioritaires qui sont de manière surindexée dans vos entreprises, eh bien je crois que c'est ce qui doit faire la fierté de ce pays, c'est ce qu'on appelle les soft assets, et on doit jouer cette carte-là. Enfin, on doit aussi sanctuariser quelques grands rendez-vous, le sommet Choose France, qui reste un succès, qui est un succès et qui doit rester un succès pour la décennie à venir, le Scale-up Tour qu'on a initié avec Business France et la French Tech, mais aussi, évidemment, mon cher Denis, les États de la France. Donc si nous acceptons tous ensemble, finalement, d'être fiers de nos atouts, mais suffisamment humbles pour reconnaître le chemin qu'il reste à parcourir, moi je crois que l'on aura peut-être franchi ce Rubicon qui est celui de devenir business-friendly en 2017, sans pour simplement se satisfaire tous ensemble d'aller pêcher à ligne et faire de la décennie prochaine la décennie française. Merci.